Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller. Où ce soir, j'ai l'immense plaisir, nous avons l'immense plaisir et bonheur de recevoir Sylvie Le Bihan. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, tout va très bien. Merci de Alors, m'avoir invité. on te reçoit ce soir pour ce merveilleux, ce fabuleux, cet extraordinaire roman qui s'appelle Les Sacrifiés, qui est sorti le 24 août dernier aux éditions de Noël pour la rentrée littéraire. Ce soir, on retrouve Françoise Gaucher de la librairie Le Coin des Livres à Davisieux qui va t'interroger. Avant de vous laisser toutes les deux discuter donc, de ce gros coup de cœur de ma part, et ça, mais je pense que le monde entier le sait. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent te poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Discuter ou directement en commentaire Facebook. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Alors c'est un vrai plaisir de pouvoir vous parler ce soir à propos de ce roman qui est vraiment un de mes grands coups de cœur aussi, et je crois beaucoup de libraires en France. Donc c'est un roman qui débute en 1925, qui balaye l'histoire de l'Espagne des années 30, qui va jusqu'en l'an 2000, qui nous fait voyager de Séville à Madrid, à Paris, à New York. Comment vous résumeriez en peu de mots finalement votre roman? Je dirais que c'est une histoire d'amour impossible, que c'est la fabrique d'un héros, que c'est un roman historique, politique, sur l'engagement, sur la passion, et que c'est un roman que j'avais envie d'écrire depuis des années. Et je suis tellement contente d'avoir trouvé le bon éditeur la bonne maison d'édition pour ce livre. Bah, nous aussi, on est contents, du coup. Donc, ce roman, que je mets un petit peu devant, c'est déjà ce petit bout de femme sur la couverture. Ce personnage, c'est qui? C'est Encarnación López Culves, qui avait comme nom de scène la Argentinita, donc l'Argentine, et qui était une danseuse de flamenco dans les années 30, qui était vraiment un phénomène au niveau du flamenco, et qui était en même temps l'amie de Federico García Lorca, le poète assassiné, et la muse de la génération de 27, donc un cercle littéraire, artistique, intellectuel, musical. Donc c'était une petite bonne femme, mais elle avait un sacré caractère, cette femme. Elle était Et incroyable. pourquoi elle? Parce qu'on va parler de vos autres personnages, bien sûr, mais pourquoi elle sur la couverture? C'est vous qui avez fait ce choix? C'est la Fondation Federico García Lorca qui nous a offert cette photo. Donc, en fait, on cherchait plusieurs photos et la Fondation nous a offert cette photo. Et en fait, elle a la façon dont, comme elle est prise en photo, on dirait un taureau. Et c'est ce qui nous a plu. Il y a la rage, il y a la passion, en même temps la douceur. Et puis, il y a cette évocation du torero dont elle est amoureuse. Alors, dans votre roman, il y a beaucoup de personnages et chaque personnage, en fait, a réellement existé, à part un, Juan, qui est un peu le fil conducteur de tout le roman, de l'histoire. Donc lui, on va le découvrir à 15 ans en 1925, on va le suivre jusqu'à l'an 2000 alors qu'il a 89 ans. Alors, comment vous avez imaginé ce personnage, en fait? Comment vous avez intégré ce personnage fictif, en fait, dans une réalité historique réelle avec des personnages réels? Alors, il me fallait un témoin qui puisse les suivre du début à la fin. Et j'ai pas trouvé mieux qu'un petit cuisinier, parce qu'on rentre vraiment dans l'intime quand on cuisine pour les gens, c'est-à-dire qu'on prend soin d'eux. Bon, moi, je suis mariée à un cuisinier, il prend pas soin de moi, puisqu'il est tout le temps au restaurant. Mais bon, j'ai imaginé le fantasme du cuisinier qui est à la maison, qui on va voir, évidemment, puisque c'est des personnages qui ont existé, on sait que Federico García Lorca est mort, donc on va voir ce cuisinier rester après la mort de chacun auprès de cette femme, et pour prendre soin d'elle. Et je trouvais que c'était aussi intéressant de rendre hommage à la communauté gitane, qui était très, comment dire, Federico García Lorca, qui lui défendait les opprimés, se sentait très proche de la communauté gitane. Et comme aucun des personnages ils sont gitans, mais de loin, je voulais vraiment quelqu'un qui était ancré
dans la communauté gitane d'Andalousie. Donc, j'ai fait un petit cuisinier. Puis, je voulais parler aussi de la fabrique d'un héros. C'est-à-dire que je voulais parler d'un gamin qui a une sorte de complexe de l'imposteur et qui va petit à petit grandir grâce à tous ces gens qui sont autour de lui. Il va y avoir une sorte d'émulation. Et je voulais parler de ce passage de l'adolescence à l'adulte, enfin au jeune adulte, et puis après à la vieille personne, puisqu'il a 89 ans à la fin de sa vie, donc il revient se demander, est-ce que j'ai fait le bon sacrifice? Sans en dire plus. Hein. Voilà. Alors, lui, il est gitan, mais il ne va pas suivre la tradition familiale qui est le monde de la tauromachie, les toreros. Vous le faites cuisinier, c'est plus un milieu féminin à cette époque. Est-ce qu'il fuit sa condition? Est-ce qu'il fuit l'Andalousie? Non, en fait, c'est sa mère. Dans la communauté gitane, les femmes ont une grande importance, la mère encore plus. Et c'est sa mère qui a voulu le sauver de ce destin, pas de torero, parce que vous savez, il y a les toreros, puis il y a les peones. Les peones, ce sont les assistants du torero. Et donc, dans sa famille, il y a eu un grand torero qui s'appelait Joselito. Et puis, il y a toute une série de peones. Et donc, c'est ceux qui meurent, en fait. On s'en fiche. Si c'est un péon qui meurt, personne n'en parle. Un torero, oui, mais un péon qui soit encore né, c'est pas un problème. Et donc, c'est vraiment, elle voulait qu'il sorte de ça, de cette condition. Et c'est pour ça elle l'a pris sous son aile, puisque son frère est parti aux États-Unis pour aller travailler. Donc, il lui reste que ce gamin. Et elle veut en faire un cuisinier parce qu'elle veut transmettre, elle aussi, toute une tradition de cuisine, de plats gitans et de plats familiaux. Sauf que elle est analphabète, comme la plupart des gitans à cette époque. Donc, elle fait venir un maître d'école quand le père n'est pas là, puisque le père ne veut pas que son fils apprenne à lire et à écrire. Elle fait venir ce maître d'école donc chez elle, qui va apprendre à Juan à écrire et à lire, et elle va le nourrir et lui offrir un peu de vin en échange de ses cours. Et c'est comme ça que Juan va pouvoir écrire les recettes de sa mère. Voilà, la transmission se fera comme ça. Donc, lui, il va se faire embaucher comme cuisinier par Ignacio Sanchez Meriat. Alors, moi, je ne le connaissais pas, mais c'est une célébrité dans son pays. C'est un mythe. C'est un mythe déjà par la tauromachie, d'abord. Oui. Ah oui, c'est un grand torero. C'était le beau-frère de Joselito, qui était un grand torero qui est mort en Cornet. Et lui, il avait épousé donc la sœur de Joselito. Il était au début, donc je parlais des péons, il était péon de Joselito. Puis il est devenu torero. Et déjà là, c'était quelqu'un qui prenait énormément de risques dans l'arène. On le comparait tout le temps à son beau-frère en disant il n'a pas la grâce, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais il n'empêche que à chaque fois il s'engageait, il prenait énormément de risques. Et on va voir dans sa vie que ce risque, il va toujours le chercher. Parce qu'en fait, une fois qu'il a eu tous les honneurs dans l'arène, ça ne lui suffisait pas. Et son rêve, c'était d'écrire. Et c'est pour ça qu'il va abandonner la tauromachie. Au moment où il va recruter Juan va venir dans son hacienda, il va rencontrer la femme d'Ignacio. Il a encore cette aura de torero. Et puis, à un moment, il va dire « j'arrête la tauromachie ». Il arrête la tauromachie pour pouvoir être le mécène de la génération de 27, dans ces intellectuels dont je parlais. Il y avait Raphaël Alberti, qui était un grand poète, Manuel de Falla, qui était un musicien, enfin, qui écrivait de la musique. Il y avait Federico Garcia Lorca, il y avait des peintres, il y avait Dali, Buñuel. Donc, il est devenu mécène de cette génération de 27. Et puis, il a commencé à écrire, lui aussi. Il voulait écrire. Et c'était prendre un risque. Encore une fois, c'était se mettre en danger. Une personne qui voulait se mettre en danger tout le temps. Donc, Juan, grâce à ce torero qui devient poète, va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait absolument pas. Il va donc découvrir la génération de 27, fréquenter le monde des intellectuels, des artistes, du monde culturel de l'Espagne. Mais il va faire aussi donc connaissance de Encarnación, dont il va tomber follement amoureux. Elle est la maîtresse fidèle d'Ignacio.
Et elle le voit plus comme un petit frère. Elle l'appelle Juanito. Juanito. Et lui, il est tellement amoureux qu'il ne va pas s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qu'il aime, et c'est la sœur de Encarnación, qui s'appelle Carmen. Donc, vous disiez roman d'amour impossible tout à l'heure, mais des amours, en fait, impossibles. Oui, oui, oui. Mais en fait, je voulais faire une situation un peu miroir, c'est-à-dire que Encarnación c'est-à-dire quand il monte à Madrid avec Ignacio, c'est-à-dire qu'Ignacio lui dit viens avec moi, ça va être son mentor, Ignacio. Il lui dit viens avec moi, je vais te faire découvrir la vie et tu vas pas rester dans une cuisine en Andalousie, je vais te montrer ce qu'est la vie et ce qu'il y a en dehors de l'Andalousie. Et donc il l'emmène à Madrid. Et à Madrid, à peine il arrive à Madrid, bon, on sait que Ignacio a une maîtresse. À peine il arrive là, déjà, il y a toute une sorte de mystère autour de cette maîtresse qui est une danseuse de flamenco, qui est connue, qui rend la femme d'Ignacio très triste. Donc, lui, il lui en veut un peu au début. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui pique un mari bon. Et quand il arrive, il a un coup de foudre. Il est tout jeune, hein, il a 17 ans, 18 ans, il a un coup de foudre. Mais simplement, il a un coup de foudre pour la maîtresse de son mentor. Donc, c'est compliqué. Et donc, elle le voit comme un gamin. Elle a 10 ans de plus que lui, donc elle le voit comme un gamin. Et donc, elle l'appelle Juanito. Et lui, en même temps, comme vous le dites, il y a Carmen, qui est la petite sœur d'Encarnación, qui a le même coup de foudre pour Juan. Donc, c'est une sorte de transmission, d'impossibilité d'amour. Et j'aime bien parce que j'ai fait la souffrance d'un homme, la souffrance d'un jeune homme, la souffrance d'une jeune femme, et puis une femme au-dessus de tout ça qui ne se rend compte de rien. Et qui, quelque part, en dénonçant l'amour qu'elle aurait pu sentir de Juan, en lui disant, mais non, c'est pas, elle aurait pu laisser la voix à sa sœur, mais elle ne se rend pas compte de tout ça. Donc, des amours impossibles. Et puis, une histoire d'amitié aussi très forte, parce qu'il y a un autre personnage qui est très important. Vous l'avez dit, c'est Federico García Lorca. Alors, dans la génération de 27, il y a plein de personnages illustres. Il y a, oui, Buñuel, Picasso, Dali. Pourquoi avoir choisi Federico García Lorca, justement? Pourquoi lui? Parce qu'en fait, la genèse l'idée principale que j'ai eue il y a 8 ans, d'écrire ce roman, tout était basé sur un texte de Federico García Lorca pour la petite anecdote, j'étais avec Nicolas Mathieu en 2004, on avait tous les deux notre premier roman. Lui, il avait pour les animaux la guerre, et moi, j'avais l'autre. Et on était dans un salon, premier roman, personne venait nous voir, bon, c'était une catastrophe. Et à côté de nous, il y avait un monsieur qui vendait des livres d'occasion. Et là, je vois un livre de Federico García Lorca qui s'appelle Romancero Gitano, donc la romance gitane. Et je me dis, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu Lorca, et je tombe sur ces 4 textes magnifiques que je vous conseille de lire de toutes et tous, qui s'appellent Chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías. Et en fait, ce sont 4 textes sur la mort d'un ami. Ce qui se passe avec le corps, qu'est-ce qu'on imagine avec l'âme, pourquoi lui, pourquoi pas quelqu'un d'autre, enfin bon, c'est terrible. Et c'est presque une déclaration d'amour. Moi, je savais que Federico García Lorca était homosexuel. Je me suis dit, bon, c'est un de ses amants, c'est pas possible. Et je me dis, je vais essayer de voir qui était cet Ignacio Sánchez Mejías. Et quand j'ai découvert Ignacio, j'ai découvert Encarnación. Et je me suis dit, cette amitié, ce triangle amoureux et amical, c'est du bonheur. Il faut que je le raconte, il faut que j'en parle. Donc, je n'ai pas choisi Federico García Lorca. C'est Federico García Lorca qui a choisi Ignacio pour écrire ce texte. Et de là, tout est parti. Donc, il y a Encarnación, il y a Ignacio, il y a Juan. Duquel de Federico, bien sûr, duquel de ces personnages vous vous sentez le plus proche? De loin, Federico. Federico parce que c'est un gamin, parce qu'il a encore une âme de gamin, parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Je suis un peu comme ça, même beaucoup comme ça. Et c'est quelqu'un de profondément gentil. C'est quelqu'un qui ne juge pas. C'est quelqu'un qui partage. C'est quelqu'un qui vit son homosexualité avec bonheur et avec douleur. Il faut savoir qu'à l'époque, il est évident que être homosexuel, c'était très, très, très compliqué. Et en même temps, il affichait une joie et une élégance, et il y avait des soupçons par rapport à sa sexualité. Il gênait aussi par sa joie, il gênait par sa spontanéité.
gêné par le fait qu'il était bien dans sa peau malgré tout. Et oui, je me sens le plus proche de ça, en fait, de par ma personnalité. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que j'ai avalé un clown, et puis en même temps, j'écris un livre, qui est quand même assez profond. Donc, j'aime bien cette ambiguïté, j'aime bien j'aime l'effet de surprise. Et Federico était quelqu'un qui surprenait vraiment par sa profondeur de pensée, d'écriture. Ses textes sont magnifiques. Et il était, en même temps, je ne dis pas desservi, mais son physique n'était pas en adéquation. C'est-à-dire qu'il était tellement joyeux, c'était un gamin, il n'était pas en adéquation avec ce qu'il écrivait. Donc, je me sens très proche de Federico. Voilà. Vous parlez de joie. Dans ce roman, on a vraiment l'impression au début, en tout cas, les années 30, d'un pays où il y a une pauvreté, où il y a la famine, mais on a l'impression que c'est quand même un pays en pleine effervescence. Les femmes ont obtenu le droit de vote et le droit à l'avortement, le divorce est accepté. Enfin, pourtant, un pays très ancré dans la religion. On a vraiment l'impression que tout semble possible à cette époque, avec cette génération de 27. Alors, c'est surtout avec la Seconde République. C'est à l'avènement de la Seconde République c'est au début des années 30 que tout explose. C'est-à-dire qu'ils sortaient d'une dictature qui était très, très sévère, et d'un seul coup, le roi s'en va, il est poussé à l'exil, le dictateur est renversé, et là, c'est la Seconde République. Et là, c'est vrai que c'est un vent de liberté qui souffle sur l'Espagne. Maintenant, il souffle sur une certaine Espagne, c'est-à-dire qu'il souffle sur des gens qui sont, en pleine possession de certaines volontés, d'un projet. Simplement, tout le monde ne va pas comprendre. Et c'est pour ça que l'arrivée de Franco, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, va être possible. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas, et c'est ce que je voulais montrer aussi, entre un salon à Madrid où tout le monde parle, tout le monde rigole et tout le monde, il y a des débats politiques, intellectuels, entre cet endroit-là et l'Andalousie profonde, et c'est ce que Juan va découvrir à un moment d'ailleurs, ce sont 2 mondes différents. Même si le peuple a envie d'avoir plus de liberté, il y a un moment où ils vont plus comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que vous mettez à la place d'un villageois qui est content d'avoir plus de liberté, de pouvoir faire plein de choses avec l'avènement de la Seconde République, mais qui voit son église être brûlée et le prêtre être fusillé, il ne va pas comprendre. C'est son église et son prêtre. Donc, il y a des choses que, par manque comme dans toutes les vagues comme ça, merveilleuses, petit à petit, il y a des dissensions. Et puis, le pouvoir rend fou. Et donc, à un petit niveau, au niveau local, il va y avoir des vengeances, il va y avoir des choses qu'on ne pourra pas maîtriser, qui ne feront plus partie de ce grand élan vers la liberté. Et il y aura donc des exactions qui seront faites. Et c'est ces exactions-là qui vont condamner la Seconde République. Et le fait qu'en plus, tout le mouvement implose à un moment, parce que vous avez les communistes, vous avez les anarchistes, vous avez les socialistes, enfin bon, chacun veut le pouvoir. Et là, ça va malheureusement exploser. Mais c'est vrai que la Seconde République a apporté énormément de liberté. Maintenant, l'Espagne, on parle de l'Espagne, est encore un pays qui est quand même assez catholique. Et pourtant, vous avez la gestation pour autrui, le cannabis, vous avez plein de choses qui sont donc l'âme espagnole est quand même très libre. C'est ça qu'il faut voir aussi. Vous expliquez ça vraiment très, très bien. Merci. Et du coup, d'un coup, ça va être, ils vont se prendre en pleine tête, quoi, toute la violence du nationalisme franco qui arrive, et vous mettez chacun de vos personnages face à des choix, en fait. Oui. Des choix, que ce soit politique ou amoureux. Oui. Chacun va devoir répondre. Du coup, finalement, qui sont les sacrifiés? Alors, les sacrifiés, c'est évidemment chaque personnage qui va se sacrifier par amour. Chaque personnage. Que ce soit ceux qui vivent, que ceux qui meurent. C'est toujours par amour qu'ils vont se sacrifier. Et puis, les sacrifiés, c'est le peuple espagnol. C'est le peuple espagnol qui a été totalement abandonné par les puissances occidentales. Beaucoup d'historiens disent que si on avait aidé les Espagnols,
à se défendre, non seulement contre Franco, mais il faut savoir qu'il y avait les armées hitlériennes et mussoliniennes qui se sont, enfin, oui, comment on dit ça non, j'arrive pas à parler, bon, c'est pas grave. Les armées mussoliniennes et les armées hitlériennes qui sont venues en renfort. Donc, ils ont en fait fait des essais de bombardement, ils ont fait des essais de camps d'internement. Ça a été un peu, oui, le terrain de jeu des armées hitlériennes et mussoliniennes qui sont venues en renfort de Franco. Guernica est le premier bombardement d'une population civile dans une ville. On n'aurait pas fait ça, on serait intervenu, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que disent les historiens. On n'en sait rien. Mais il se trouve que les Anglais et les Français sont allés voir Hitler en disant « Ok, on n'intervient pas, à une condition, c'est que vous nous laissiez tranquilles. Hein, donc, vous vous occupez de votre côté, vous envahissez qui vous voulez, sauf l'Angleterre et la France. » Bon, on voit ce qui s'est passé derrière. Et c'est vrai que les sacrifiés, c'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui a été abandonné. Et après, quand Pétain est arrivé au pouvoir, les réfugiés espagnols qui pensaient avoir trouvé enfin un pays d'accueil beaucoup ont été ramenés à la frontière et ont été fusillés par Franco. Et lorsque les républicains espagnols qui ont réussi à s'échapper de la police de Pétain se sont engagés dans l'armée française pour se battre contre les Allemands, du côté de la France, pour libérer la France, ils pensaient qu'une fois qu'on avait dégommé Mussolini et Hitler, on allait dégommer Franco. Ben non, parce que l'armée américaine s'est mise d'accord avec Franco en disant si on vous met des bases américaines en Espagne, on ne vous dégomme pas. Et donc les républicains espagnols se sont retrouvés sans patrie. Donc ils sont restés en France. Ils n'ont jamais pu rentrer dans leur pays avant la mort de Franco. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle des sacrifiés. Là, c'est l'histoire des Espagnols, mais votre roman est quand même, j'allais dire, très actuel. Il y a un gros parallèle à ce que peut vivre aujourd'hui l'Ukraine. Enfin, on y pense quand on lit votre roman. C'est-à-dire, moi, j'y ai pensé parce qu'en février, donc j'ai su, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, mais en février, j'ai su que j'allais être publiée. Donc, j'étais très, très, très heureuse parce que je ne pensais pas qu'un livre qui parlait d'un torero, d'un poète et d'une danseuse de flamenco allait plaire, allait trouver son public. Et je ne pouvais pas savoir les témoignages que j'ai qui me vont droit au cœur, mais c'est des déclarations d'amour que j'ai par rapport à ces personnages et par rapport à ce texte. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est de la reconnaissance. Je reçois des photos de gens qui ont eu de la famille, qui étaient dans la Nueve, donc dans cette 9e brigade. Plein de choses comme ça. Des gens qui m'ont dit, mais ce roman, quand on le referme, on n'a qu'une envie, c'est de vivre. Parce que la vie est courte, parce que c'était des passionnés. Et donc, en février, quand j'étais en train de commencer mes corrections, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, enfin la tentative d'invasion de l'Ukraine. Et j'ai vu tous ces jeunes qui partaient au combat, les Ukrainiens, plus des gens qui venaient de l'étranger, et ça m'a tellement fait penser aux brigades internationales, puisque les brigades internationales ont été le dernier mouvement international pour se battre, non pas pour son pays, mais pour la liberté en règle générale. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour l'Ukraine. Donc oui, en effet, ça fait écho. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas un roman historique malgré tout, malgré qu'on découvre plein de choses, mais j'ai appris plein de choses parce que vous parlez de plein de thèmes. Il y a le flamenco, il y a le monde des toreros, même si c'est pas non plus un livre sur la tauromachie, sur la culture espagnole. J'imagine que vous avez fait beaucoup de recherches. Alors, à la fin, vous citez beaucoup de livres, mais ça a été un travail de titan. Alors, déjà, à la fin, c'est une bibliographie exhaustive, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu tout mettre. Hein. Mais j'ai passé 8 ans de ma vie à faire des recherches, tout en écrivant les autres livres, mais parce que ça me passionne, parce que ça me passionnait. Et ça continue à me passionner. C'est-à-dire que là, je me refuse, j'ai encore d'autres choses, je pourrais encore lire dessus, mais là, il faut que j'arrête. Mais surtout, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, quand on s'attaque à des sujets comme ça, surtout à des personnages qui ont existé, quand on s'attaque à la tauromachie, quand on s'attaque à la poésie de Lorca, au flamenco, à la guerre d'Espagne et à la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut pas, on a des spécialistes dans tous ces domaines.
Et pour l'instant, je touche du bois, tous les spécialistes que je connais m'ont dit, franchement, il n'y a pas une erreur. J'ai mis 8 ans et à regarder des documentaires. Par exemple, je parlais de la 9e, la 9e brigade, la 9e DB. Et ben, il a fallu que je regarde à l'INA, il y avait des interviews, des documentaires avec des gens qui parlaient, qui avaient fait partie de cette brigade. Et c'est important. Et je me suis avalé des heures comme ça. Il y a un moment, il y a un chapitre où je parle, par exemple, de la Huerta, l'endroit où Federico Garcia Lorca passait ses vacances. Bon, non seulement il a fallu que j'y aille, mais en plus, il a fallu que je regarde des photos pour savoir comment c'était décoré à l'époque. Est-ce qu'il y avait un piano dans sa chambre? Bon, tout ça, parce qu'on on s'attaque pas à un sujet comme ça pour survoler. C'est-à-dire que si vous avez aimé ce livre, c'est que vous avez l'impression maintenant d'avoir pris le café avec Federico Garcia Lorca. Vous voyez, c'est-à-dire que d'avoir une certaine intimité avec ces personnages. Alors, j'ai rajouté, évidemment, peut-être ma sensibilité, ou ce que je pensais être leur sensibilité. Mais il n'empêche que j'ai fait énormément de recherches et j'ai lu énormément de témoignages pour pouvoir ingérer tout ça, digérer, et puis après ressortir dans un contexte qui m'était familier, qui m'était devenu familier, une histoire qui, d'un seul coup, partait toute seule. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'impression d'être dans une page de Wikipédia, parce que c'était une immersion totale dans cette époque et dans cet environnement. J'ai l'impression que c'est des amis, quoi. C'est ça qui est marrant. Comment on sort du coup après 8 ans de travail, comment on sort de ces personnages d'un coup? Comment on quitte le roman? Bah déjà, à partir du moment où on vous dit on publie, il y a une sorte de cordon ombilical qui est coupé. On les porte jusqu'au moment où un éditeur va vous dire c'est bon, on va publier. Et là, le travail va commencer. Le vrai travail, c'est-à-dire les corrections. Et ce travail de correction est une sorte de sas de décompression où vous vous détachez des personnages et de l'histoire et vous ne regardez que la syntaxe, vous checkez la chronologie des faits, si les paragraphes sont mis au bon endroit, si les chapitres sont au bon endroit. Et ça vous aide à vous détacher des personnages. Et c'est très utile. C'est comme quelqu'un qui va filmer, qui va participer à un film, qui va faire un rôle, mais entre le moment où le film va être monté, la musique va être mise dessus et il va être projeté, il peut se passer 1 an et demi. Et c'est cette période-là qui va permettre à l'acteur ou à l'actrice de se détacher du personnage. Si tout était dans la foulée, ce serait très, très compliqué, je pense. Et du coup, comment vous avez fait pour l'écrire? Vous faites un plan par rapport à toutes vos recherches? Parce que vous avez fait 3 parties par rapport à des personnages. Comment vous mettez ça en place au départ? J'ai pas mis ça en place. En fait, moi, je commence toujours mes romans par la fin. Parce qu'il faut que j'ai une fin. C'est-à-dire, je me raconte une histoire dans ma tête. Je ne note rien. Je me raconte une histoire dans la tête. Et dès que j'ai la fin, je me dis, ça y est, c'est bon, je tiens la fin. Parce que j'aime bien, dans tous mes romans, qu'on soit surpris par la fin. Toujours. Il n'y a pas un de mes romans, enfin, je n'ai pas non plus écrit 40 bouquins, mais sur mes 5 romans, a priori, on ne peut pas deviner à la fin, dans les 5. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je suis une grande lectrice de romans policiers. Et donc, j'aime bien être surprise. J'aime bien qu'il y ait un twist à la fin. Ensuite, j'ai écrit de façon plutôt chronologique, en fait, même s'il y avait des retours en arrière avec Juan. Il faut savoir que la première version de ce manuscrit, enfin de ce livre, c'était pratiquement le double. Là, il fait 370 pages, il fait pratiquement presque 700 pages. Et il y avait un autre personnage qui était là, qui était très, très important. Et j'ai tout viré sur les conseils de plusieurs personnes qui m'ont lu. Et donc, il a fallu que je remette tout ça. Mais le fait de découper en 3 morceaux, ça s'est fait. De toute façon, les 3 morceaux étaient là. Mais par contre, comme il fallait. C'est mon éditrice qui m'a demandé, qui m'a dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on ne pourrait pas. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Ouais. Alors, vous disiez que vous aimiez dans vos romans qu'on ait l'impression d'avoir bu un café, mais c'est ça. Et du coup, surtout, on n'a pas du tout envie de les quitter. Et du coup, moi, je suis allée faire Du coup, après, j'avais envie de les connaître plus. Donc, je suis allée sur Internet faire des recherches, tout ça. Donc, j'ai découvert, oui, à part Juan, bien sûr, tout le monde était réel. Mais il y a quand même un personnage
euh, dont j'ai changé le nom. voilà, qui s'appelle Pilar en vrai, c'est la Ouais. sœur d'Encarnacion et que vous avez transformée en Carmen. Est-ce qu'il y a un but? Parce que moi, je me suis demandé quand même si c'était pas, s'il y avait un clin d'œil par rapport à l'histoire, sans rien dévoiler, mais par rapport à l'histoire avec la Carmen. Ouais. Oui, déjà, oui. Et puis deuxièmement, alors je peux pas trop en dire, mais je suis quelqu'un de très superstitieux. Mais je peux pas trop en dire parce que si je dis quoi que ce soit après, voilà. Mais c'est parce que je suis quelqu'un de superstitieux. Et donc je voulais pas mettre le vrai nom parce que j'ai pris des libertés avec ce personnage. Oui. Et voilà. Donc je voulais pas l'appeler Pilar. Mais je trouvais que ça collait bien. Hein. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Voilà. Ça colle très, très bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce prénom de Carmen. Donc, on a compris que c'était un vrai roman de passion. Vous avez besoin de cette passion pour écrire. Ouais. J'ai pas besoin de silence. Le silence, au contraire, je trouve ça très anxiogène pour écrire. J'ai besoin qu'on m'interrompe. J'ai besoin que mon chien là vienne me voir pour me dire allez hop, on y va, on va faire une balade. J'ai besoin, moi je travaille en plus en dehors c'est pas un métier. Hein. Moi j'aime bien dire que je suis romancière. J'aime pas dire que je suis autrice ou écrivaine. J'aime dire que je suis romancière parce qu'il y a un vrai projet derrière. J'écris un roman. J'emmène les gens. J'ai une responsabilité de dire aux gens, de bien dire aux gens, regarde comment je vois ça. Et donc, moi, j'aime le bruit. J'aime écrire dans un train, j'aime écrire dans un café. Je dirais que je ne m'arrête jamais de penser, je m'arrête jamais alors, j'ai toujours un petit carnet, j'écris 2, 3 notes. Je vois une scène dans le RER qui me fait rire, je note. Ça servira ou ça servira pas. Mais pour ce livre, par exemple, j'avais 4 cahiers avec que des idées. Des recherches, que des idées. Les auteurs nous disent souvent qu'il faut qu'ils s'isolent pour écrire, pas vous. Non, non, moi j'ai besoin qu'on m'interrompe parce que je trouve que l'urgence, quand on se remet, c'est une source d'énergie incroyable qui va faire venir 10 000 idées à la fois. Et c'est-à-dire que quand on nous interrompt, on est là, ah, merde, il faut que bon, alors je fais vite le truc, mais il faut que j'y retourne. Et à ce moment-là, je trouve, les choses se mettent en place dans la tête et les idées sont plus claires. Quand on m'interrompt, les idées sont plus claires. C'est complètement antinomique parce qu'a priori, il faut du calme et de la concentration pour arriver au bout des idées. Mais non, moi, c'est spontané en fait. Donc, j'ai besoin de spontanéité, j'ai besoin de vie autour de moi. Je ne peux pas avoir un thé vert, un chat et la nature devant moi. Là, je me suicide. C'est pas possible. Alors, dans ce roman, c'est Federico Garcia Lorca. Vous nous avez dit qui vous avait inspiré. C'est qui les autres auteurs qui pourraient vous inspirer? Louis Guillou, très peu connu. Céline est beaucoup plus connue de lui, mais Louis Guillou, qui est un auteur breton de Saint-Brieuc, la ville de mon père, et qui a écrit des choses extraordinaires, le Sang Noir, le Jeu de patience. Là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle, qui a été réimprimé, qui s'appelle OK Joe, il était interprète pour l'armée américaine. Et en fait, il dénonce. Moi, j'aime bien les gens qui dénoncent. J'aime les gens qui sont du côté des opprimés, les gens qui sont du côté qui combattent l'injustice. Et donc, lui, il a écrit La Maison du Peuple. Il était du côté des gens qui, des opprimés. Et OK Joe, il était donc interprète pour les GIs qui venaient de débarquer en France, en Bretagne. Et on a dit que les GIs étaient des sauveurs. Sauf que il y a des GIs qui ont violé, qui ont volé et qui ont tué. Et donc, il y avait un tribunal militaire pour ces gens-là. Et en fait, il est devenu interprète. Et il s'est rendu compte, malheureusement, que les Américains avaient aussi exporté leur racisme. C'est-à-dire que les Blancs avaient quelques mois de prison, les GIs blancs qui avaient violé, tout ça, avaient quelques mois de prison, les Noirs étaient pendus. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une autre version de la libération, de ne pas oublier que le mal est des deux côtés aussi, même s'il y a plus de bien d'un côté, le mal, finalement, n'évite personne. Et donc, oui. Gogol, pareil, Gogol, j'adore. Les âmes mortes, c'est un truc, c'est dingue. Donc ça, c'est des gens, Éric Deluca. Éric Deluca, 3 chevaux, c'est une pure merveille. La nature dévoilée, je crois que ça s'appelle aussi sur un sculpteur. C'est des images, chaque phrase
et chaque phrase est un chapitre. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est des gens qui m'inspirent, oui. Louise Gluck avec ses poèmes, magnifique, incroyable. Elle a eu le Nobel, personne n'en parle. Enfin, très peu de gens en parlent. Donc, et je trouve que c'est des gens, ça, ce sont des gens qui m'inspirent. Une idée déjà d'un prochain roman? Alors, j'ai plein d'idées, mais laquelle je vais développer, j'en sais rien. Je sens que les personnages grattent à la porte. C'est-à-dire, je sens que là, maintenant, ils sont là en train de dire, bon, c'est bon, tu t'es bien occupé des sacrifiés, là, et maintenant, ça va être à nous. Mais je sais pas encore. J'hésite entre écrire un roman policier, parce que j'aime bien aussi faire des choses différentes. Donc, j'hésite entre écrire un roman policier, un roman drôle, reprendre, vous voyez, par exemple, parler de Louis Guillot, ça m'intéresserait. Je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et en même temps, je ne peux pas écrire alors que je suis encore en train de parler de ce roman. Je n'ai pas la tête à ça, pour le coup. Je n'ai pas du tout la tête à ça. Bon, en tout cas, moi, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde, vraiment, parce que c'est magnifique. Moi, j'ai des retours de lecteurs fabuleux qui me remercient. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce roman. C'est vraiment très, très beau. On prend un très grand plaisir à lire ce roman. Merci beaucoup, Françoise. Et je suis ravie de vous avoir rencontré à cette occasion parce qu'on avait un peu échangé. Vous m'aviez dit à quel point vous aviez aimé ce roman. Et quand j'ai su que c'est vous qui animez la rencontre, j'ai été vraiment très heureuse. Voilà. J'espère qu'on se verra en vrai à l'occasion. Mais Françoise reste avec nous parce que si elle veut interagir sur les questions qui vont arriver, il n'y a aucun souci. Donc à nous deux, Sylvie, tu vas pas passer entre les mailles du filet. J'allume une cigarette alors. Oui, tu peux y aller. Je vais juste te montrer à l'intérieur, il y a un beau marque-page. Il y a aussi un beau marque-page. Les éditions de Noël ont fait un beau marque-page. Ouais. Pour le roman. Tu as dit que ça faisait 8 ans que ce roman était dans ta tête. Comment se fait-il qu'il arrive qu'en 5e position dans ta bibliographie? Écoute, d'abord parce que je pense que j'avais besoin de toutes ces recherches. Comme je disais, c'est un challenge d'écrire sur tous ces personnages et sur des personnages qui ont existé. C'est-à-dire que tu t'appropries pas ces personnages, tu leur rends hommage. Et avant de rendre hommage à un personnage, il faut que tu connaisses bien son histoire. Tu peux pas rendre hommage qu'à une partie du personnage que tu aimes. Tu dois être sûr déjà de l'aimer. Parce que, tu sais, quand tu commences à parler d'un personnage, tu peux aussi découvrir une face cachée qui te fera peut-être renoncer à ton projet. Donc, il a fallu déjà que je comprenne le contexte historique et que je comprenne la personnalité et la sensibilité de tous ces personnages. Et d'ailleurs, comme je les aime, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, la question que tu me poses, elle est intéressante aussi par rapport à mes autres livres. C'est-à-dire que j'ai écrit mon premier roman, L'Autre, et mon troisième roman, c'était… pardon ? En 2014. Ça veut dire que tu as écrit quasiment tous tes livres pendant celui-là. Parce que c'est à peu près à 2015, c'est là où s'arrête la Terre, c'est 2015. Donc, je veux dire, tu as continué et en parallèle, donc tu avais une triple vie, je ne sais pas comment tu faisais, donc tu écrivais. Mais j'ai 40 trucs sur mon bureau, je ne te montre pas le bordel qu'il y a sur mon bureau, mais j'ai des petites notes, des petits machins et tout ça. Ouais. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai écrit L'Autre en premier, et puis mon troisième, c'est Qui l'emporte mon secret. Or, quand je vends mes livres, je dis, il faut que vous lisiez Qui l'emporte mon secret d'abord. Tu vois, donc j'ai jamais réfléchi à la façon dont est-ce qu'il y a une chronologie, est-ce qu'il y a une… Voilà, non. J'ai jamais fait de suite, j'ai jamais rien fait, mais c'est vrai que j'aurais dû écrire Qui l'emporte mon secret en premier et L'Autre en deuxième. Voilà. Intéressant tout ça. Tu parlais de prise de risque. Quelle est la vraie prise de risque dans ce roman? Alors moi, je tiens à souligner quand même que Sylvie Lebihan m'a bluffé. Ils sont rares, les auteurs qui me bluffent. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que quand on sentait qu'avec Amour-propre qui se passait dans la ville à Malaparte, il y avait quand même un attrait pour aller vers là. Mais je me dis, va-t-elle le faire? Et quand tu m'as dit un jour, je vais écrire un roman où il va y avoir de l'histoire, et tout ça, j'ai dit, ouh là 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 là. Effectivement, je me dis, qu'est-ce que ça a donné? Et au bout de 3-4 pages, j'étais complètement bluffée. Et je tiens à dire quand même que c'est une fiction, même s'il y a la réalité. Françoise ne me contredira pas. Bien sûr. Et la force de Sylvie Lebihan, et il y en a très peu d'auteurs qui l'ont ça, c'est le romanesque plus, plus, plus. C'est-à-dire que dès qu'on passe la première page, c'est bon là, on s'engouffre et on va jusqu'à la fin. C'est quand même dingo. Donc c'est quoi la prise de risque de ce livre? La prise de risque, je crois que ça a été la tauromachie.
Parce Ouais. qu'en fait, bon, il aurait écrit l'histoire d'un plombier, j'aurais parlé de plomberie. Là, il se trouve qu'il parle d'un torero, il fallait que je parle de tauromachie. Comment parler de tauromachie de nos jours? C'est très compliqué. Donc, j'ai décidé de ne pas décrire une corrida, par exemple. Et puis, Juan, il n'aime pas la tauromachie. Et Federico Garcia Lorca n'aimait pas la tauromachie. Donc, j'ai pu avoir les deux points de vue, le point de vue du torero, et ça a pris du temps pour que ça se mette en place. Et puis, il a fallu aussi qu'il y a tout un passage qui se passe à New York qui est intéressant. Et là, j'ai beaucoup de libraires comme de lectrices et de lecteurs qui m'ont dit, ah, là, franchement, il y a un sujet dont on peut débattre, un sujet de réflexion. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était ça la prise de risque, je crois. Alors justement, il y a des Vraiment. questions dans le sens qui apportent le sujet de la corrida. Est-ce que c'est facile d'écrire avec ce sujet-là qui est en ce moment qui refait surface, où il y a les débats? Donc effectivement, on comprend que c'est la prise de risque. Il y a une autre question, est-ce que tu es allé en Espagne? On imagine que oui, que tu es allé en Oui, Espagne pour oui, écrire. c'est un Vraiment pays pour que quelque j'aime chose ou pas? énormément. Ouais. Pour faire des recherches surtout. Écrire, non, j'ai pas. Non, c'était vraiment pour faire des recherches. Parce que écrire, j'ai pris des notes, mais pas, non, pas forcément pour écrire, non. Non, non. Mais oui, je vais souvent en Espagne, en Andalousie surtout. J'adore l'Andalousie, puis Madrid. J'adore cette ville. Et là, je vais à Bilbao. Je suis invitée par l'Institut français de Bilbao. Donc la semaine prochaine, non, la semaine d'après, donc le 22, je serai à Bilbao pour parler des sacrifiés. Et là, je suis ravie. Pierre demande, Vraiment. est-ce que le livre va être traduit en espagnol? Bah, j'espère, je croise les doigts si vous connaissez quelqu'un. Mais non, Et il y a des est-ce que les il y a des très Espagnols bonnes l'ont pistes. lu? Est-ce que les Espagnols qui parlent français l'ont C'est en lu? lecture. Ouais. Oui, 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 Et alors, oui. il s'est passé quoi? Il y a eu, ça a Ah bah été. ils ont adoré. Ils m'ont dit c'est l'âme espagnole quoi. J'ai des témoignages comme ça de gens d'Espagnols qui me disent c'est l'âme espagnole. On dirait que c'est espagnol quoi. Donc et non j'ai aucun lien avec l'Espagne à part le lien du cœur. Mais non. Mais ça c'est Stanley qui s'invite sur Stanley la va être le conversation. prochain héros d'un livre de Sylvie Leblanc. Je pense que tu vas être obligé d'écrire Je sur ton pense que site. je vais le mettre. Je vais le mettre. Ouais, Je vais le mettre. je Je pense vais que le ça mettre. peut être Mais à la fois drôle, à la fois polar, à la fois tout. En gros, tu ah l'as oui, le oui, oui. sujet. Tu l'as Ah bah vraiment le lui, je sujet. l'ai le sujet là. Ah ouais, ouais. Claire. Non, non, tu vas coucher là. Panier, panier, panier. Tu vas aller voir ce que je suis. L'autorité des auteurs. Oui, alors À justement, l'autorité des auteurs. Panier, j'ai dit. Dépêche-toi. Panier, Il veut sa panier. part de célébrité. ça, Ah ouais, ouais, lui, effectivement, c'est. ouais. Ah bah, il l'a sur Instagram. Hein. Ouais, c'est clair. Sylvie, il y a des questions par rapport à ton parcours. Comment t'es-tu lancée dans l'écriture? Comment on passe de ton parcours professionnel où on va pas dire que écrivain n'est pas un vrai métier parce qu'il faut arrêter avec ça. Écrivain est un vrai métier. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, Ouais, de l'investissement. C'est un don de soi. Voilà, donc on vous ouais. remercie aussi pour ça. Comment tu as basculé? C'est quoi la bascule? La bascule, elle se fait pas. Elle se fait depuis toute petite quand tu écris. Moi, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des. Comme je te disais tout à l'heure, je dois avoir à peu près 20 débuts de romans. J'ai jamais. En fait, la bascule, elle se fait surtout au moment où tu envoies un texte. C'est là la bascule. C'était au moment où tu penses que tu as quelque chose. Mais comme moi aussi, j'ai ce complexe de l'imposteur. Tu me connais bien. Je suis pas du tout. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Et donc, en fait, la bascule, elle se fait à partir du moment où mon mari m'a dit, écoute, moi, j'en ai marre que tu me lises des passages que tu écris, voilà, qui sont pas un livre, termine et envoie. Et puis, tu vas être confronté à la réalité. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, la bascule, elle se fait là. Mais écrire, ça fait partie de ma vie. Hein. C'est pas. Voilà, moi, j'ai un métier à côté, donc j'ai la chance de pouvoir pas trop publier. Je suis pas obligée de publier dans 2 ans. Hein. Je vis pas de ça. D'ailleurs, je sais pas, c'est très compliqué de vivre de ça. Comme tu dis, c'est un métier, mais c'est un métier qui est pas très bien payé. Et donc, voilà, moi, à moins de vendre 50, 100 000 exemplaires, bah, voilà, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas il y a pas de bascule à part au moment où tu as une éditrice ou un éditeur qui te dit, ah, c'est bon, on croit en vous, on va vous publier. Est-ce que la fuite serait pas le vrai sujet de ce livre? Oui, ah oui, 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 bah, ils fuient tous. Hein. Ils fuient tous, à part, bah, si Ignacio, il le fuit aussi, il fuit son destin, mais ouais, c'est quand même une prise de risque à chaque fois. Hein. Ils sont tous, je ne sais pas si c'est la fuite. La fuite, ça aurait été dans plusieurs de mes romans. Juan ne fuit pas, en fait. Non, oui, je pense qu'il y a une idée de la fuite.
Évidemment, puis il y a la retirada aussi, qui est une fuite face à l'ennemi. Mais je pense que il s'en va pour, pour essayer d'oublier, mais en même temps pour reprendre des forces pour revenir. Donc, alors oui, tu as raison, plus je réfléchis, il y a aussi la fuite d'incarnation. Il y a, ouais, 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 Je ouais. ne dis pas que des bêtises, je sais Non, lire. non, mais non. Aurélie rebondit sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand ton livre faisait le double des pages actuelles, et elle demande si ça a été compliqué pour toi de couper, quand on t'a demandé de retirer une partie, est-ce que c'est compliqué de faire, parce que finalement c'est un autre livre qui arrive. C'est beaucoup plus simple de couper que quand on te demande de rajouter. Donc J'imagine. ça c'est compliqué parce que en fait, on m'a demandé de rajouter. On m'a dit, Ah, il faut que tu développes plus ça, ça, ça et ça, et donc j'ai développé. Mais de couper, non, en fait, j'ai aucun affect par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis, je suis en même temps une vieille romancière et une jeune romancière. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Moi, quand une éditrice, quand la directrice de la maison d'édition de Noël, qui a quand même des années derrière elle, plus mon éditrice me dise, faut enlever ça, eh ben, je me dis, elles ont raison. Et on va voir. Je n'ai pas de, moi aussi, j'aime bien la prise de risque. Et je me dis, bon, bah, et j'ai pas cet ego surdimensionné de me dire, ah non, non, mais ils ont rien compris. Non, on en a fait un très beau livre. Moi, je suis très fière de ce livre. Et je pense que s'il y avait eu ça, peut-être qu'on m'aurait dit que c'était un très beau livre aussi. J'en sais rien. Mais il y avait une sorte d'accord entre plusieurs personnes qui m'ont dit non, il faut que tu oublies toute la partie parisienne. Il y a toute une partie en 2000. Je faisais presque la moitié du livre. est-ce que toi en tant que lectrice, en fait, est-ce que tu as écrit le livre que tu aurais aimé lire en tant que lectrice? Ouais, ouais. Et je crois que lui, c'est celui-là et mon deuxième. Mm. Là où s'arrête la Terre. De la Terre, ouais. Ce sont les deux livres qui, pour moi, sont hyper importants parce que c'est deux livres de fiction. Les trois autres sont quand même très ancrés dans ma vie personnelle et dans les expériences que j'ai eues. Et donc, je me suis détachée dans le deuxième et dans le dernier de ma vie pour pouvoir parler d'autres choses, d'inventer des histoires. Françoise, vous Et l'avez donc, lu, ce livre, Là où s'arrête la Terre? Non, pas encore, mais je vais remédier à Conseil, ça. vraiment, parce que c'est là, je crois, qu'on décèle que Sylvie Le Bihan est un auteur. Je ne crois pas me tromper, je ne bon. suis pas la seule à le dire. Et vraiment, c'est assez surprenant. Alors, c'est vrai qu'il y a une question de Vanessa qui rejoint un peu la question que tu as posée, François, tout à l'heure. Les thématiques de tes livres sont différentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, tu ne peux pas en dire plus sur ce que tu vas faire, mais bon, je me devais de lire le commentaire Non, non, bien sûr, mais moi, j'aimerais parler. Il y a beaucoup de choses il y a une chose qui me pose question, c'est comment est-ce qu'on a pu, je voudrais parler de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels ont été les arrangements? Je dis pas qu'ils se sont accommodés, je dis quels ont été les arrangements, comment peut-on vivre avec l'ennemi qui occupe sa ville, qui occupe sa maison, qui occupe ses rues, qui instaure un couvre-feu, la menace de mort, comment continuer à vivre comme ça? Et ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup enfin, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Et j'ai la chance d'avoir mon père qui est encore en vie, qui a 93 ans et qui a vécu l'occupation de Saint-Brieuc. Donc, je peux vous dire qu'en ce moment, je ne fait qu'une chose, c'est lui poser des questions, des questions, des questions, des questions. Et il me raconte, lui, il avait 11 ans quand les Allemands quand la guerre a été déclarée. Et donc, c'est intéressant de tout ça. Et donc, il y a ça voilà, je me pose des questions par rapport à, et comment nous, on aurait réagi, comment on réagirait. Françoise. Juste dans vos recherches, vous avez eu des témoignages aussi? Oui, Ou pas du des tout? témoignages. Ouais, des témoignages de petits-enfants ou d'enfants de la retirada. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai publié le livre, j'ai des gens qui me disent: «Ah, mais c'est incroyable, Ignacio Sanchez Merias, son petit-fils, son fils et son petit-fils étaient des toreros». Et donc, il y a l'impresario de son petit-fils qui m'a écrit un texte bouleversant en me disant: «Mais je suis allée dans cette hacienda». Et là, par exemple, les recherches que j'ai faites, elles ont du sens. Parce que l'hacienda que je décris, c'était l'hacienda dans laquelle il est allé. J'aurais raconté n'importe quoi, il m'aurait dit: «Mais non, elle n'est pas du tout sur le Monte Pinto». Enfin bon, voilà. Donc c'est ça que, là, moi, ça me fait plaisir.
Laurence a une question intéressante. Elle dit que bon, qu'à cette époque-là, et encore dans les années 50 après, on prenait souvent des plus jeunes sous notre aile, ce qui est arrivé à Rouen. Oui. Est-ce que ça serait possible à l'heure actuelle qu'un auteur prenne sous son aile un autre primo-romancier? Est-ce que tu crois que c'est possible, ça? Je suis pas sûre que Ça l'aquarium m'est soit... arrivé. Ça Oui, m'est arrivé. Ça ouais. m'est arrivé pour 2 personnes. Ouais. Que j'ai pris sous mon aile, que j'ai aidé à retravailler le texte. Et je suis une personne qui, quand quelqu'un a un manuscrit, je le transmets. J'ai pas peur de la compétition, j'ai pas peur de la concurrence. Je trouve que c'est petit de ne pas aider. C'est petit de refuser le réseau qu'on a et l'opportunité qu'on a à d'autres personnes qui rêvent de ce qu'on fait. Avoir la stature d'auteur en disant oui, non, mais écoute, envoie-le à la maison. Non, je fais en sorte que les choses arrivent sur le bureau de l'éditrice. Je lis rarement les manuscrits des gens, mais j'ai aidé 2 personnes qui ont eu un peu de succès. Ouais. Mais ça, moi, je trouve que c'est mon rôle aussi. J'ai vu le bonheur que c'était d'être publié. J'aimerais bien que d'autres personnes aient ce même bonheur. Après, Euh, moi, je suis pas est-ce, éditrice. ah oui, est-ce que ton premier roman, tu l'avais envoyé par la poste ou pas? Non, c'est une amie qui l'avait donné à quelqu'un qui travaillait dans une édition poche. Donc, rien à voir avec le Seuil. Elle travaillait pour Point Seuil. Mais voilà, elle lui avait donné comme ça. Et en fait, moi, je savais, j'aurais jamais envoyé mon livre au Seuil. Jamais. J'aurais osé envoyer mon texte au Seuil. Et quand le Seuil m'a appelé pour me dire, je me souviens, j'étais en train de passer l'aspirateur, et on m'appelle pour me dire, voilà, on est intéressé, on va publier votre livre. Je me suis dit, mais le Seuil, je vais jamais. Et en fait, ça s'était passé comme ça. Donc, non, je ne l'ai pas envoyé par la poste. Non. Dans tous ceux que j'ai envoyés par la poste, j'ai eu des réponses négatives. Et de publier, est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Et d'être publié plutôt, surtout. Ouais, je pense que ça m'a apaisée. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de reconnaissance. Pareil, tu me connais, j'arrête pas de rigoler, de déconner, de machin, ce que tu veux. Je peux pas comprendre pour un auteur. Voilà. Non. Mais ça m'a apaisée parce que j'ai eu l'impression que ce que je faisais avait du sens et pouvait être universel. C'est-à-dire que d'autres personnes pouvaient se retrouver dans les personnages et pouvaient aimer ce que je me racontais dans ma tête. Alors, Garcia Lorca est très important pour toi. Qu'est-ce que tu... Ouais. Si tu avais l'opportunité de le rencontrer et de lui dire quelque chose, ça serait quoi? Oh, j'irais danser avec lui, je ferais toutes les boîtes gays de Madrid. Non, ça, c'est un acte. J'ai dit lui dire Bah quelque ouais. chose. Une fois que j'aurais bu, je sais pas, 3 whisky, je lui dirais à quel point je l'aime. Je l'aime, ouais, profondément. Profondément, j'aime sa personnalité, j'aime ses personnages. Donc, je pense que je lui dirais je t'aime. Après, je sais pas que Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. Hein. quand même pas mal. Ouais. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil de lecture, Sylvie? Et je te lirai le dernier commentaire parce que je l'ai gardé pour la fin. Il est très beau, ce commentaire. Alors, je dirais Joséphine Cardona, La soustraction des possibles. Il m'a fait beaucoup rire. Et ce mec est génial. Il vient Donc, de voilà, sortir en La poche chez soustraction des Pocket. possibles. Si je Ouais, Et la couverture est La sublime. soustraction des possibles. Ouais. Il est très, très drôle. Très, très drôle. Et très profond. Et très, vraiment. Voilà. Le dernier commentaire, il vient d'une personne qui s'appelle Valérie Tessé, je pense que tu la connais bien. Et elle dit très belle rencontre pour un très beau livre. Et elle a raison parce que vraiment ce livre, alors tous les libraires s'en sont emparés. Il s'est passé quelque chose Ouais, de magique avec ce livre. c'est Je pense génial. que tu as franchi un pas. On va le remontrer. Donc moi, c'est mon coup de cœur. C'est celui aussi de Françoise, de plein de libraires. Donc si vous avez la chance de ne pas l'avoir lu, vous pouvez aller en librairie. En plus, il est rouge, on le voit bien. Hein, on ne peut pas le rater. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir ce qui s'est passé avant si vous n'avez jamais lu Sylvie Le Bihan, parce que chaque livre est différent, comme souvent chez les auteurs. Et il y a quelque chose de particulier. Et surtout, là où s'arrête la Terre, je mets le doigt dessus parce que vraiment, voilà. Donc, avant de vous donner le mot de la fin, mesdames, je vais rappeler que demain, on se retrouve à 19h. On va partir sur un roman d'anticipation qui s'appelle ZHR. C'est Fabrice Lepage qui l'a écrit. Ça sera aux éditions Parole et c'est moi qui animerai cette rencontre. Françoise, avant de laisser le dernier mot de la fin à Sylvie, un grand merci d'avoir animé cette rencontre et je vous laisse un petit mot de fin aussi. Un grand merci de m'avoir permis de rencontrer Sylvie et je comprends mieux l'empathie qu'on peut avoir pour ces personnages quand on rencontre l'auteur. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, j'espère vous rencontrer bientôt. Et puis, merci pour tout ce que vous faites là, tous ces métiers de passion, toutes les deux, toutes les trois avec Frédéric. Et c'est grâce à vous qu'on est là, quoi.
Donc, merci. Ouais, mais si on n'avait pas la matière, on ne le ferait pas aussi bien. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mesdames. En tout cas, un grand merci Sylvie d'avoir été avec nous ce soir. Françoise, merci. Je vous souhaite une belle soirée, longue vie aux sacrifiés, prix de cœur, il va encore dérouler. Allez en librairie et allez à la rencontre de Sylvie, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment un auteur très chouette, vous l'avez vu ce soir. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse et à très vite et à demain pour les autres. Merci beaucoup.